Monsieur Yvan Lucier de la ferme du Coin Rond Inc. et Madame Évelyne Mousseau du groupe Proconseil. Avant d'entrer dans le détail de leur présentation, permettez-moi de vous dresser un bref portrait tout d'abord de Monsieur Lucier. Producteur innovant en grande culture et profondément engagé envers la qualité de l'eau et la santé de ses sols, Monsieur Lucier est copropriétaire de la ferme du Coin Rond à Saint-Marc-sur-Richelieu avec Chantal Picard. Il est également ambassadeur en agroforesterie dans le cadre du laboratoire vivant Racines d'avenir. À ses côtés, nous accueillons également Mme Évelyne Mousseau, conseillère en agro-environnement depuis plus de 15 ans. Elle est spécialisée en aménagement hydro-agricole et reconnue pour son expertise en gestion de l'eau et des nutriments. Au fil des ans, elle a piloté plusieurs projets d'envergure, une vitrine sur le contrôle de la nappe phréatique comme outil de gestion de l'eau, l'implantation de structures de contrôle de nappe, ainsi qu'une collaboration de plusieurs années avec l'IRDA sur le drainage de précision. Donc, on va commencer par laisser Yvan ici présenter sa ferme. Bonjour, je m'appelle Yvan Lucier. Comme dit tantôt, je suis copropriétaire de la ferme du Coin Rond avec Chantal Picard. C'est une ancienne ferme laitière, donc je suis semi-retraité du lait depuis octobre 2024. Puis même depuis j'ai commencé à travailler sur la ferme avec mon père, notre objectif, c'est tout le temps d'avoir le plus faible impact possible sur notre environnement. Fait que ça a guidé un peu nos actions depuis quasiment 30 ans. Ça, c'est un peu le plan de ferme. Je vais vous montrer l'importance des cours d'eau sur la ferme. Pour 68 hectares, on gère environ 5 km de berges de cours d'eau. Sur leur plan à votre droite, c'est le site principal. On peut voir qu'on a le ruisseau Belay à la base. Puis le deuxième plan à votre gauche, c'est le deuxième site. On est riverain avec la rivière Richelieu, avec une frayère de Chevalier cuivré entre les deux. C'est un peu qu'est-ce qu'on doit gérer en ce moment. C'est que ça nous a amené depuis 25 ans à planter des brise-vents, comme la photo de gauche, ou aménager des bandes riveraines arbustives à droite, puis du bouturage dans les berges. On fait aussi du semi-direct sous couvert vivant depuis 15 ans. Ça, c'est une photo d'un champ à l'automne 2024. On a pu mettre la photo au mois d'août avec les fleurs, mais moi, j'aime mieux voir un champ au mois de novembre couvert avec de la verdure qu'une photo de fleurs. Puis le printemps suivant, ça ressemble à ça qu'on sème dans nos champs, sur à peu près 100 de la superficie. On fait des couverts depuis 25 ans. Oui, c'est à peu près tout. Oui, c'est pas mal ça. Oui. Mais dans le fond, Yvan, c'est parce que on présente ensemble parce que, dans le fond, on a commencé un projet de contrôle de nappe, puis on avait pensé à toi parce que tu avais travaillé sur beaucoup d'autres aspects de ta ferme, puis là, ben, les contrôles de nappe, c'était comme... Ben, ça, on trouvait qu'il y avait peut-être des autres de drainage qu'on n'avait pas encore travaillé dessus. Fait que j'y pensais depuis un bout de temps. Fait que c'est pour essayer de retenir un peu l'eau et réduire la pollution avec les autres drainages. Donc, c'est ça. Pourquoi on vous parle de contrôle de drainage aujourd'hui? Moi, dans les clubs, depuis que je suis arrivée, on travaillait sur le phosphore. Tu sais, on en a parlé un peu un matin. Les algues bleues viennent du phosphore dans l'eau. Fait qu'on voulait limiter le phosphore qui partait des champs. Puis on a fait plein d'aménagements hydro-agricoles. Puis, à un moment donné, je vois une présentation d'une chercheuse d'Ontario, Mme McRae. Puis, elle nous expliquait que par où le phosphore il est perdu. Vous avez des poignes de tarte, puis en bleu, c'est la proportion du phosphore qui peut être perdu par les drains, puis en rouge, par le ruissellement. Puis là, ben, on voyait que selon les types de sols, ça pouvait être majoritairement par les drains que le phosphore était perdu. Fait que là, ça a comme été un peu une révélation pour moi, parce que j'étais comme, OK, tu sais, on travaille en surface tout le temps, mais là, il faut travailler sur les drains aussi. Puis comment expliquer ça? Ici, vous avez une photo en 3D de la porosité du sol. Puis on voit comment les racines, puis toutes les macroporosités dans le sol peuvent créer des chemins très efficaces pour évacuer l'eau. On appelle ça les chemins préférentiels du sol. Mais ça fait que l'eau peut descendre en entraînant des éléments minéraux rapidement vers les drains. Donc, c'est pour ça qu'il peut se retrouver du phosphore au drain. Alors, comment ça marche, le contrôle de drainage? On a eu une présentation courte ce matin, mais là, je vais aller plus en détail. Premièrement, l'historique de ça,
parce que quand on parle de contrôle de drainage au Québec, souvent, ça a une mauvaise réputation. C'est parce que dans les années 90, c'est des modèles comme ça qui étaient installés chez les producteurs. Fait que on appelle ça des chambres à flotte. Fait que c'est un genre de clapet dans la sortie de drain qui est actionné par une flotte qui va actionner ou pas le clapet selon le niveau de l'eau. Mais le problème avec ça, c'est que des fois, le clapet, il fermait pas, puis des fois, il rouvrait pas. Fait que ça a fait que, tu sais, il y a des producteurs qui se sont retrouvés avec des champs inondés ou, en tout cas, bref. Puis c'était des systèmes fermés aussi. Fait que, tu sais, les producteurs, ils pouvaient pas tant, tu sais, aller jouer sur leur clapet, tu sais, c'était tout enterré. Fait que nous, les systèmes avec lesquels on a travaillé, c'est des systèmes agri-drains. Fait que c'est comme une tour en PVC, puis à l'intérieur, il y a des petites portes, puis on voit vraiment à l'intérieur comment ça circule. Fait qu'ici, une petite photo d'en haut. Fait que le producteur, il voit dedans si l'eau coule encore quand il l'a fermé ou si ça se trouve mal. Il peut voir aussi le niveau de son eau dans son champ en regardant le côté du côté fermé. Puis c'est toutes les petites portes comme on a mis en photo là. Fait que c'est un système très simple puis juste mécanique. Fait que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ben c'est facile à arranger. Donc, schématiquement, ben, on voit à gauche un système de drainage normal. Fait que on voit que l'eau est évacuée au-dessus du drain puis s'écoule librement au cours d'eau. Quand on a un système de contrôle, ben, dans le fond, l'eau va s'accumuler jusqu'au niveau des petites portes qu'on va positionner. Puis après ça, le surplus au-dessus de ça va venir s'écouler au drain. Puis là, ben, après ça, c'est au producteur de décider jusqu'où il veut positionner sa petite porte, jusqu'où il veut garder de l'eau dans son champ. Fait que, par exemple, il vend quelle quantité de sol tu gardes dégagé d'eau? Habituellement, je mets 28 pouces au-dessus du drain. Fait que ça laisse à peu près 18 pouces de sol où ce que l'eau descend, et la nappe est abaissée immédiatement après une pluie. Je n'ai jamais voulu monter plus haut que ça pour pas que les racines baignent dans l'eau trop longtemps. Fait que c'est le fun parce que ça permet au producteur de s'adapter puis de gérer son risque lui-même. Mais c'est sûr que plus on les met hautes, plus on se garde de l'eau. Mais en même temps, c'est ça. Il ne faut pas non plus nuire à la culture. Ensuite, ben, les critères d'installation, on les avait vus un peu ce matin, mais dans le fond, il faut que ce soit un champ drainé. Puis, c'est important que le système de drainage il soit quand même carré. Je m'explique pour ça. Ici, vous avez en bleu le collecteur, puis en rose le latéral. On aimerait ça que ce soit à peu près la même longueur ou que le latéral fasse maximum le double du collecteur. Pour ça, je m'explique. C'est qu'on a beaucoup de champs au Québec qui sont divisés en mode seigneurial. Fait que c'est des longues parcelles. Puis là, bien, vous voyez dans un autre plan de drainage où le collecteur est très court, puis on a un long latéral, bien là, c'est difficile de garder l'eau sur toute cette distance-là. Fait que chez Yvan, c'était le système de drainage à gauche. Fait qu'on voit que c'est bien carré. Puis l'autre chose importante, d'avoir une pente faible. Nous, on a essayé à 0,5 puis on ne gardait pas l'eau. Fait d'essayer d'avoir 0,2 puis même en dessous de 0,2 Et là, je vous ai fait une petite animation pour montrer quand on a une pente faible, bien, la hauteur d'eau qu'on va garder, c'est par rapport à la hauteur de nos petites portes. Fait qu'on peut garder de l'eau sur plus grand dans le champ. Alors que si on a une pente forte, bien là, des fois, on va garder de l'eau juste sur 50 mètres au-dessus du drain. Fait qu'à ce moment-là, bien, l'aménagement n'est pas vraiment pertinent. Ensuite, ben, c'est pas un système que tu installes puis après ça, tu le laisses sans t'en occuper. Là. Fait qu'il faut ouvrir, fermer pour s'assurer à l'hiver qu'il ne reste pas de l'eau dans les drains puis que ça ne gèle pas puis que l'eau prend de l'expansion puis casse. Fait Yvan, comment est-ce que tu gères, toi, ton ouverture-fermeture? Bien, la fermeture, habituellement, au printemps, on sème autour du 10 de mai. Fait que je ferme à la fin avril. Même si moi, la nappe n'a pas le temps de remonter assez pour nuire. Puis à la récolte, ça dépend toujours de la quantité d'eau qu'on a. Pour le blé d'automne, au mois de juillet, il n'y a pas de problème, mais pour le soya, ça dépend s'il mouille, s'il ne mouille pas. Si on n'a pas de problème d'eau, je rouvre après récolte. Sans ça, on rouvre à peu près 10 jours avant. Parce que souvent, dans mon soya, j'ai du blé semé à voler
ou dans le maïs, il y a un intercalaire. Fait que si je suis capable de garder le plus d'eau possible pour que ça bénéficie aux cultures de couverture qui sont semées dedans, j'essaie de la conserver. C'est ça, il faut penser qu'il faut que le producteur aille au champ puis qu'il aille monter ou baisser ses petites portes. Il y a des systèmes qui sont développés au Québec par Soleno automatisés pour que ça se fasse à distance. Ça s'en vient, c'est pas encore disponible. En même temps, les producteurs, des fois, ils me disent: «Ah ben j'aime mieux que ça soit juste mécanique puis qu'il y a rien qui pète». Fait que c'est ça, dans le fond, c'est au choix de chacun des producteurs, là. Fait que là, je vais vous parler des résultats qu'on a eus. On a posé 18 contrôles de nappe, dont 2 chez Yvan. Puis après ça, ben, on a fait un projet de vitrine pour suivre ces contrôles-là. Puis avec l'IRDA, on est venu instrumenter plus 2 sites. Alors, ben, ce qu'on avait essayé de faire, c'est que on voulait voir jusqu'où on gardait l'eau dans le champ. Fait qu'on a posé des tuyaux comme ça. C'est des tuyaux en PVC tout simplement avec des trous puis des sondes à l'intérieur pour voir notre eau dans le sol jusqu'à quelle hauteur elle reste. Puis on l'installait le long d'un latéral pour essayer de voir jusqu'où notre eau restait dans le champ. Fait que ça, c'était chez Yvan. Fait qu'on avait dans un même champ, qui est tout en même type de sol, on avait 2 systèmes de drainage en parallèle. Fait qu'on avait mis un contrôle avec des piezo en bleu sur une partie. Puis le reste, ben, on avait mis aussi des piezo sur un système qui était non contrôlé. Puis c'était le même champ avec la même culture. Donc, c'était intéressant pour pouvoir comparer. Fait que là, ici, on l'a vue désert. Alors, ben là, je vous fais le petit suivi de l'année 2020. Fait que vous vous rappelez la météo 2020? Je vous l'ai mis la pluviométrie de la station météo la plus proche. Fait que la moyenne des 30 dernières années, on voit que si on compare, en avril, c'était similaire. Mai, ça avait été très sec. Juin, ça avait été très sec. Puis après ça, juillet, août, ça avait été quand même assez mouilleux. Puis là, ben, ce qu'on voit, l'axe des Y en hauteur, c'est la hauteur dans le sol. Fait qu'on voit comment notre eau se comportait dans le sol. Puis sur l'axe des X, c'est dans le temps. Fait qu'on voit toute l'année 2020. Alors, ce qu'on voit là-dedans, la ligne bleue, c'est la hauteur de notre nappe dans le système qui était contrôlé. Donc, on gardait notre eau. Puis le système orange, c'est où est-ce qu'il n'y avait pas de contrôle. Ce qu'on voit là-dedans, c'est que ça avait été fermé au mois d'avril chez Yvan. Puis, on voit qu'on avait gardé un petit peu d'eau au début du printemps. Puis après ça, c'était sec, fait que ça avait tout descendu, nos nappes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait eu de la pluie au mois d'août. Puis là, je vais zoomer sur cette partie-là. Mais ce qu'on voyait, c'est que dans le système orange, on recevait de l'eau dans notre sol, puis tout de suite, elle était évacuée par les drains. Fait que ça ne restait pas dans le système. Alors que dans la ligne bleue, là, dans notre système qui était contrôlé, dans notre drainage qui était contrôlé, ben là, on la conservait, l'eau. Puis à chaque fois qu'on recevait une pluie, ben, on venait nourrir notre nappe. Alors, ce que ça a fait, c'est qu'on a gardé de 23 à 37 cm plus d'eau dans notre système contrôlé. Fait que 37 cm d'eau, c'est beaucoup d'eau. Mais l'année d'après, 2021, la météo de l'année 2021, vous vous rappelez, ça a été très sec en mai, en juin, pas pire en juillet, très sec au mois d'août, au mois de septembre. On avait du quart à la moitié des précipitations normales. Fait que là, ce qu'on voit, c'est tout simplement que Yvan, il a fermé son contrôle, puis après ça, notre nappe est partie, puis elle n'est plus jamais revenue. Fait que, ce que ça nous dit, ça, c'est que quand il n'y en a pas d'eau, ben il n'y en a pas d'eau. Les contrôles de nappe, ça n'en invente pas. Fait que, c'est ça. Il faut qu'il y ait de l'eau qui vienne recharger le système pour que ça fasse un gain. Sinon, on avait mesuré aussi les rendements avec l'IRDA dans d'autres sites que chez Yvan. Puis, ce qu'on avait vu en 2019, c'est qu'on avait eu un gain de rendement de 5 chez les 2 producteurs chez qui on avait des contrôles. Fait que, dans le fond, les champs qui étaient contrôlés avaient 5 plus de rendement que les non contrôlés. Puis en 2020, on avait un gain de 8 dans le soya contrôlé, puis un gain de 2 dans le maïs. Chez Yvan, c'était en prairie quand on a fait l'essai, puis il n'y avait pas de capteur de rendement. Mais Yvan, toi, qu'est-ce que tu as observé
Bon, ben, Quand c'était en luzerne, qu'est-ce qu'on observait, c'est qu'il y avait la prairie avait l'air un peu plus dense dans la section avec le contrôle de nappe par rapport à la section sans contrôle. Puis, on a aussi observé cette année, c'était un champ de soya. Fait que quand j'ai semé mon blé à la volée, c'est que dans la section avec le contrôle de nappe, le soya était un pied plus haut que dans le restant du champ. Puis l'autre champ, parce que c'était en culture de couverture, c'est à peu près la même observation. Un pied de plus de croissance avec le contrôle, sans le contrôle. Fait qu'on dit qu'un pied de végétation, ça ferait une tonne de matière sèche à l'hectare de matière organique. Fait que nous autres, vu qu'on a comme objectif de hausser nos taux de matière organique, de ce côté-là, on juge qu'il est payant le contrôle de nappe parce qu'on arrive à produire plus de matière végétale à l'hectare. puis là, on arrive à, mais tu sais, pour la qualité de l'eau, qu'est-ce que ça fait? Alors, ben, pour commencer, aux États-Unis, c'est une pratique qui est déjà reconnue officiellement. Fait que il y a eu beaucoup, beaucoup d'études quand on regarde dans la documentation là, qui montrent qu'il y aurait des réductions de 30 pour les émissions d'azote dans l'eau de drainage, puis 50 pour le phosphore. Fait que c'est ça que nous, on voulait aller vérifier. Là, je vous montre les résultats de l'IRDA parce que eux, c'était intéressant. Ils prenaient vraiment, on avait 2 tours de contrôle, une fermée, une pas fermée, puis ils prenaient des analyses dedans. Fait que c'était vraiment encore plus instrumenté. Puis ce qu'on avait vu dans notre site à Saint-Jean-Baptiste, c'est qu'on avait, au printemps 2020, on avait des effets mitigés, un petit peu plus d'azote émis dans le contrôle, un petit peu moins de phosphore. À l'automne 2020, on avait une réduction de l'azote et du phosphore quand même importante. Puis ça, c'est intéressant parce que souvent, les producteurs vont utiliser les contrôles de drainage, surtout en été, pour garder leur eau pour la sécheresse puis tout ça. Puis nous, ce qu'on voulait tester aussi, c'est de voir si vous les fermez à l'automne. Tu sais, vous battez votre culture, puis après ça, vous le fermez, puis vous épandez vos fumiers, vous faites vos cultures de couverture. Bien, il y a moyen de venir conserver tous les éléments nutritifs qui sont là, puis d'éviter que ça parte par les drains. Fait qu'on avait pu mesurer ça à l'automne 2020, on avait eu des gains, mais on a annulé tous ces gains-là au printemps 2021 parce qu'on les a fermés trop tôt. Puis là, notre système s'est retrouvé comme saturé en eau, puis là, ben, on a eu plus d'émissions. Puis sinon, sur notre site de Saint-Angèle-le-Mont-Noir, à l'automne aussi, on avait eu des bons résultats. On avait baissé de 9 kg à l'hectare l'azote, puis de 0,24 kg le phosphore. Puis au printemps aussi, ben, l'été, on avait quand même eu des bons résultats. On ne l'avait pas fermé trop tôt, celui-là. Là, ici, c'est un très petit tableau, là, mais c'était juste pour montrer qu'à Saint-Angèle-le-Mont-Noir, on avait réduit pendant la période contrôlée de 38 nos nitrates émis, puis de 68 nos quantités de phosphore. Fait qu'on était quand même dans les ranges américains. Alors, ben, en conclusion, je voulais dire que c'est ça, les contrôles, c'est un effet quand même marginal quand on est en grosse sécheresse, mais c'est intéressant pour venir améliorer notre qualité de l'eau, surtout à l'automne. Il ne faut pas les fermer trop tôt au printemps. Puis, il y a des conditions d'installation qui sont quand même assez restreintes. Ça prend des champs vraiment plats, idéalement un drainage carré. Puis, on ne contrôle pas des très grandes superficies ou sinon, ben, il faut mettre plusieurs tours de contrôle. D'où l'importance d'avoir un sol qui va garder l'eau. Fait que, tout ce qui a été dit plus tôt, d'avoir beaucoup de matière organique, d'avoir un sol qui est éponge, qui va garder l'eau, puis d'avoir un bon enracinement qui va chercher l'eau, c'est super important. Puis, avec tout ça, la question, c'est est-ce que Yvan va continuer à travailler avec des contrôles? Bien, il y en a deux installations de prévues pour cette année. Puis, en étudiant le plan de drainage, on s'est aperçu qu'il y a à peu près 50 de la superficie de la ferme qui ça peut être utile d'en installer. Le restant, les pentes sont trop élevées ou le plan de drainage n'est pas propice à ça. Les drains sont trop longs. Fait que c'est à peu près 50 de la ferme qui peut en profiter. Le restant, il va falloir trouver une autre idée. Puis nous, on va essayer de repartir un nouveau projet sur les contrôles de drainage pour essayer d'encore mieux comprendre. Donc, s'il y a des producteurs qui sont intéressés, vous pouvez venir me voir. Puis, on vous a mis tous les rapports qui existent, parce que là, je vous ai mis vraiment une toute petite partie, parce que d'habitude, c'était 1 heure de présentation. Donc, vous pouvez aller lire les rapports sur les sites, vous allez avoir la présentation. Puis voilà, ben, laisse pas tout de suite les questions. Fait que...